Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale coup de cœur 2022. Vous allez voir actuellement les 6 jeux qui m'ont mis une claque en 2022. C'est parti! Et on commence tout de suite avec un jeu pour enfants, Les 3 voleurs. Les 3 voleurs, c'est un jeu à partir de 5 ans, c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est des parties très rapides de 5 minutes. C'est un jeu réalisé par Théo Rivière et Corentin Lebras, et là je dois dire qu'ils ont fait très fort. Le jeu est extrêmement simple, vous avez des tuiles qui seront toutes placées face nuit au début de la partie, et on va avoir également 2 gros dés, un qui va désigner l'un des 3 voleurs, et ici un objet qui l'aura volé. On va également avoir des petites loupes, et lorsqu'un joueur en aura collecté 8, il gagnera la partie. À mon tour de jeu, c'est extrêmement simple. Je prends les 2 dés, je les lance. L'un des dés va indiquer le voleur à trouver parmi les 3, ici un renard, ainsi que l'objet qu'il aura volé, ici du salami. Simultanément, tous les joueurs vont essayer de retrouver le plus vite possible l'objet et le voleur en question. Ici, je l'ai trouvé, c'est le voleur. Le premier qui pointe le bon voleur avec le bon objet va récupérer une loupe. Et je vous rappelle, il vous en faut 8 pour gagner la partie. Mais ce n'est pas tout, on va arriver dans le twist du jeu. Lorsque je pointe un voleur, je vais retourner celui-ci face jour. Là vous remarquez une chose, c'est qu'en fait les voleurs, quand ils sont face nuit, on les voit partir avec des objets. Mais quand ils sont face jour, ils les ont dissimulés. C'est là que les 3 voleurs prend tout son sens. Plus je vais pointer d'animaux, plus je vais utiliser ma mémoire pour me rappeler quel animal est à quel endroit avec quel objet. Mais attention, parce que plus je vais pointer d'animaux, plus ils vont se retrouver face jour et plus les objets seront dissimulés. Ce que j'adore dans les 3 voleurs, c'est cette sensation de savoir où sont les choses et de se dire mais où il est? Puisqu'il était là il y a 5 minutes et maintenant il n'est plus là. Comment ça se fait? C'est cette sensation-là que j'adore dans les 3 voleurs, c'est d'être sûr de l'avoir vu à tel endroit, à tel moment, comme un vrai voleur, mais pourtant ne pas retrouver la tuile correspondante. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont donc collecter des loupes, et je vous le rappelle, dès qu'un joueur en a 8, c'est la fin de la partie, et il est désigné meilleur détective de tous les temps. Bref, vous l'aurez compris, Théo Rivière et Corentin Lebras ont fait fort, surtout pour moi. Si vous cherchez un jeu simple, rapide, efficace et super bien édité, pour un enfant, mais aussi même pour des adultes, n'hésitez plus et foncez sur les 3 voleurs. Et on continue dans l'univers des enfants avec La colline au feu follet. La colline au feu follet, c'est un jeu de Jens Peter Schliemann et Bernard Weber. C'est un jeu à partir de 5 ans pour 1 à 4 joueurs, coopératif, pour des parties d'environ 20 minutes. Tout d'abord, je vous laisse apprécier la qualité du matériel. Vous avez ici les petites sorcières, ici les apprentis, un sac qui sera rempli de petites billes colorées et un magnifique plateau. Le but du jeu, dans la colline au feu follet, c'est d'amener au moins 4 de vos apprentis tout en bas de la colline, à côté du magicien. A l'inverse, si au moins 3 sorcières sont arrivées avant les 4 apprentis, vous avez perdu. La mécanique de la colline au feu follet est extrêmement simple. Lorsque vient mon tour, je vais récupérer une bille dans ce sac. Il y a en tout 5 billes de couleurs différentes, bleu, blanc, jaune, rouge et violet. Ici, je pioche une bille rouge. Lorsque je pioche une bille, je vais devoir la placer tout en haut du plateau, et ce faisant, l'un des apprentis, ou une sorcière plus tard dans la partie, bloquera son avancée. À ce moment-là, je vais regarder le parcours présenté sur le plateau et envoyer l'apprenti sur l'emplacement de la même couleur que la bille. J'espère que je suis clair quand même. Un exemple très simple. Ici, la bille rouge a été bloquée par un apprenti. Le premier emplacement disponible, ici, rouge, je vais du coup envoyer mon apprenti ici. Ce faisant, ça va créer des effets en cascade. En effet, en déplaçant mon apprenti, la bille rouge vient se caler derrière la sorcière. Et bien c'est exactement le même principe. La sorcière va avancer jusqu'à la prochaine case rouge, et ainsi de suite, créant toujours des effets en chaîne. Faites du coup très attention au placement de vos billes, enfin, feu follet. Parce que chaque feu follet va arriver derrière un pion, et si jamais vous avancez trop vos sorcières, elles risquent d'arriver avant vos apprentis. C'est là où vous vous dites, mais attends, le jeu, c'est juste je pioche une bille et je passe? Et oui, le jeu c'est juste ça. Et les sensations que ça vous procure sont juste indescriptibles. Vous aurez toujours envie de réfléchir stratégiquement. Où je pose ma bille, à quel emplacement, quelle couleur est visible, puisque plus les pions vont se déplacer, moins de couleurs seront visibles et du coup plus les déplacements seront intéressants. A l'inverse, ce petit plateau va essayer de vous bloquer et rendre le jeu un peu plus chaotique, ce qui fait que chaque stratégie ne sera pas tout le temps viable. Ce petit stress aussi, qui vient toujours au moment où vous lâchez votre bille et que vous vous dites « J'espère qu'il ne va pas tomber derrière cette sorcière ».
Please! C'est pour toutes ces raisons que j'adore la colline au feu follet. Ce petit stress de la bille, ce moment où quand vos 5 couleurs sont sorties, vous dites ok, je remets les 5 couleurs, je vais mettre ça ici, ça va tomber sur lui, je vais l'envoyer là. Mais si c'est la sorcière, ça va aller jusqu'ici, il faut pas que ça aille là, attention il y a 2 sorcières, il ne reste plus qu'un apprenti, il vaut mieux jouer la jaune ici. J'adore les sensations de la colline au feu follet. Bref, vous l'aurez compris, la colline au feu follet, pour moi c'est un coup de cœur immédiat. J'adore les sensations que ça procure, petit stress, un peu de stratégie, un peu d'adresse, que demande le peuple. Mon commandant, on enchaîne avec Bestiole en guerre. Bestiole en guerre, c'est un jeu pour 2 joueurs, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, 2 joueurs uniquement. Pour des parties d'environ 20 minutes, et c'est fait par John Perry. Dans Bestiole en guerre, le but du jeu va être de récupérer 12 points de victoire sous forme de cartes. Dès que l'un des joueurs atteint 12 points, il gagne la partie. Pour savoir qui remporte des points de victoire, on va regarder quel est le joueur qui contrôle le plus de théâtres d'opération. Celui-ci remportera 6 points à la fin de la manche. Plusieurs manches vont se succéder jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 12 points. Mais comment fonctionne une manche? Une manche, c'est une succession de tours. Lors de chaque manche, on va distribuer 6 cartes à chacun des joueurs. 6 cartes seront donc dans ma main, connues, 6 cartes dans la main de mon adversaire, et 6 cartes qui resteront dans la pioche. Il y a en tout 18 cartes. 6 cartes pour chaque théâtre d'opération représenté par sa couleur. Il y a donc 3 théâtres d'opération, en vert la terre, en bleu la mer et en blanc l'air. 6 cartes dans chaque théâtre d'opération, cela donne 18 cartes. Chaque carte aura une valeur comprise entre 1 et 6 dans une couleur correspondante au théâtre. Chaque manche sera composée d'un certain nombre de tours, et à votre tour, tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer une carte. Dans Bestiole en guerre, la règle principale, c'est que lorsque vous jouez une carte, vous devez la faire correspondre avec le théâtre d'opération. Exemple, si je veux jouer cette carte-ci, ici, j'ai le droit, car la couleur correspond au théâtre d'opération. En revanche, ceci est interdit. Il y a une autre manière de jouer des cartes, ça va être de jouer des cartes face cachée. Toute carte face cachée, par défaut, aura une valeur de 2. Les valeurs sur les cartes, vous les comprenez pas de suite, mais en fait c'est important, parce qu'à la fin d'une manche, vous ferez la somme pour chaque théâtre d'opération, et celui qui aura la somme la plus puissante remportera le théâtre d'opération. Pour rappel, si vous contrôlez plus de théâtres que votre adversaire, vous remportez 6 points. Chaque carte est bien évidemment accompagnée d'un pouvoir, soit permanent, soit immédiat. Et c'est notamment ça qui va permettre à Bestiole en guerre de se distinguer de ses autres confrères pour jouer à 2. Et là, normalement, vous me dites, mais il manque pas un petit truc dans ton jeu, un petit twist qui fait que t'as vraiment aimé ça? J'y viens. Et oui, le twist de Bestiole en guerre, ce n'est pas justement de gagner la bataille, c'est de gagner la guerre. Dans Bestiole en guerre, l'une des actions les plus importantes que vous pouvez faire durant la manche, c'est de battre en retraite. Lorsque vous allez battre en retraite, en fonction du nombre de cartes que vous aurez en main, vous allez offrir des points à votre adversaire. Plus ou moins conséquent en fonction du nombre de cartes, évidemment. Admettons que je suis au tout début de la partie, mon adversaire a joué une carte, j'en ai joué une. Il va en jouer une deuxième. Là, je me retrouve dans une situation où je ne pense pas pouvoir gagner. Pas de panique. Il me suffit à ce moment-là de déclarer que je pars en retraite. Et dans ce cas-là, mon adversaire recevra moins de points que les 6 points habituels. Donc ne vous précipitez pas. Ne jouez pas bêtement vos cartes. Utilisez judicieusement les bonnes cartes. Et si vous sentez que vous avez perdu, c'est pas grave. Battez en retraite. Vous offrirez moins de points à votre adversaire. Mais la guerre n'est pas encore perdue. Une fois que vous avez battu en retraite, vous allez pouvoir relancer une nouvelle manche. Et à ce moment-là, vous refaire une nouvelle main. Avec cette nouvelle main, potentiellement, vous pourrez gagner la guerre. C'est ce que j'adore dans Bestiole en guerre. Au début de la partie, on joue bêtement nos cartes et on se dit mais pourquoi j'ai joué ça? J'aurais pas dû, pourquoi j'ai fait ça? Alors qu'en fait, si j'avais battu en retraite plus tôt, j'aurais pu gagner. 2 mécaniques pour moi sont très importantes dans Bestiole en guerre. Déjà, le pouvoir des cartes, qui va vous permettre de retourner des cartes, de virer des cartes chez l'adversaire, de jouer de nouvelles cartes qui ne viennent pas de votre main, mais de la pioche. Et l'autre twist, vous l'aurez compris, c'est savoir quand se retirer. C'est ce qui donne à Bestiole en guerre toute cette saveur du jeu à 2 qu'on n'a pas forcément dans tous les jeux, et j'ajouterai en plus que son matériel est très minimaliste. Si vous êtes 2, que vous savez pas trop quoi faire de votre temps, vous avez 15 minutes devant vous, faites un Bestiole en guerre. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, Bestiole en guerre coche énormément de cases. Rejouabilité, minimaliste, efficace, simple. Je n'ai plus qu'une chose à ajouter. C'est maintenant qu'il faut partir en guerre. Et maintenant, c'est parti. Il faut qu'on aille sauver les animaux de l'extinction. Voici un de mes coups de cœur. Extinction, un jeu de Joe Hopkins. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, c'est coopératif, c'est des parties d'environ 1h30, 2 heures, et c'est à partir de 10 ans. Dans Extinction, on va essayer de sauver des espèces. On aura le choix entre sauver les tigres, les loutres et les pandas. Les pandas! Les pandas, bordel! Une partie va durer le temps qu'il faut pour sauver les espèces, et lorsque le marqueur arrivera à la fin de la partie, ce sera du coup la fin de la partie. Malheureusement, si vous n'avez pas rempli les conditions de victoire,
vous perdez la partie. En revanche, si vous avez rempli les conditions, vous la gagnez. Quelles sont ces conditions? En réalité, les conditions de victoire sont très simples. Il vous faut convaincre les pays pour qu'ils puissent vous venir en aide et ainsi empêcher l'extinction des espèces. Pour arriver à influencer ces pays, vous aurez du coup différentes actions à faire, notamment à placer des dés sur des cartes, pour pouvoir en piocher, pour pouvoir en jouer, pour pouvoir aussi gagner de l'argent. Et grâce à tout ça, vous allez tenter d'influencer ces pays pour qu'ils vous donnent des votes en disant oui, on veut sauver les pandas. Comment ça se passe une partie d'extinction? C'est très simple. À votre tour de jeu, vous aurez une première phase qui consiste à la phase d'action. Chaque joueur va récupérer 3 dés de sa couleur qu'il va lancer. Et grâce à ces dés, il va pouvoir les placer sur des cartes d'action. Chaque joueur, bien entendu, jouera un personnage particulier. Moi, j'ai choisi le zoologiste, mais il existe aussi l'avocat, le reporter animalier et plein d'autres. Cela donne une petite richesse au jeu, puisqu'en fait, chaque personnage aura le choix entre l'une des 2 capacités qui lui sont proposées, et en plus de ça, un paquet de cartes qui lui est propre. Certaines actions sont similaires entre les différents joueurs, mais d'autres seront bien particulières à votre personnalité. Une fois mes dés lancés, je peux donc les placer sur des cartes actions pour réaliser leurs effets. Je vous avoue, je rentre pas dans le détail des effets des cartes. Ça va être un peu long sinon. Mais sachez que les pouvoirs de cartes vous servent entre autres à piocher de nouvelles cartes, parce que vous serez un peu limité, à jouer de nouvelles cartes actions pour proposer d'autres actions à d'autres joueurs, et notamment à gagner aussi de l'argent. Ça peut aussi dans certains cas vous aider à déplacer les petits animaux. Attention, règle très particulière. Comme vous placez des dés, les valeurs auront un impact dans vos emplacements. En effet, à chaque fois que vous placez un dé, déjà, vous ne pourrez jamais vous placer là où vous êtes déjà placé. Eh oui, tu vas pas faire 2 fois la même action non plus. Et en plus de ça, si un joueur est déjà présent avec une certaine valeur, votre dé devra être de valeur supérieure à la sienne. Et oui. Et c'est là que ça commence à compliquer les choses. C'est là où la coopération prend tout son sens. Il va falloir communiquer, se dire ok, si je me place là, est-ce que ça embête quelqu'un? Toi apparemment oui. Ok, donc moi j'ai plutôt aller là. Faites donc très attention au placement de vos dés. Une fois cette phase d'action terminée, je vais pouvoir enchaîner sur une nouvelle phase, la phase de naissance. Ici ça va surtout concerner le plateau principal sur lequel vous pouvez le voir, il y a déjà des tigres présents. Parce que là en fait j'ai mis la mise en place pour le scénario tigre. Mais sinon on peut jouer avec les pandas. Les pandas! Les pandas bordel! Lors de la phase de naissance, on va en réalité lancer 2 dés qui vont nous indiquer si, oui ou non, il va y avoir des naissances. Évidemment, chaque animal aura ses petites particularités. Évidemment, là, le tigre, c'est plutôt un animal territorial, donc il va essayer, à chaque naissance, de se propager à droite à gauche. Mais dans d'autres scénarios, il y aura évidemment des règles particulières par rapport à l'espèce que vous essayez de sauver. Une fois la phase de naissance faite, il y aura 2 phases qui vont se succéder, une phase de destruction et une phase d'effet. J'ai mis ces 2 phases-là un peu en même temps parce qu'en fait ce sont des phases qui vont être liées entre autres à l'espèce que vous essayez de sauver. En réalité, ce sont des événements qui vont plutôt vous bloquer, notamment les déforestations quand vous jouez les tigres, et ça va être ensuite des effets particuliers propres à des cartes qui sont propres au scénario. Ces effets-là sont très souvent néfastes et vont vous bloquer tout au long de la partie. Lorsque j'ai fini mon tour, je vais l'indiquer grâce à un petit jeton sur l'emplacement du plateau et ensuite l'autre joueur va pouvoir commencer son tour. On va chacun jouer un tour et une fois qu'on aura fait ça, le marqueur va descendre d'un cran. Lorsque ce marqueur va descendre, il peut y avoir une phase de vote. Au moment de cette phase de vote, on va regarder s'il y a des pays qui ont été suffisamment influencés. Pour marquer l'influence qu'on a sur les pays, on pose des petits cubes dessus. Le pays en question va vous demander un certain nombre de cubes. Si la condition est remplie, vous pouvez considérer que ce pays va vous aider. Si avant la fin de la partie, vous avez réussi à influencer 4 pays, en mode facile, parce que sinon, vous pouvez augmenter la difficulté, si vous trouvez ça trop simple. Mais bon, c'est dur, hein. Vous aurez du coup gagné la partie. Qu'est-ce que j'adore Extinction? Pour 2 choses principalement. La première, c'est son thème. C'est génial, on peut sauver des tigres, on peut sauver des loutres, mais on peut aussi sauver des pandas. Des pandas. Des pandas, bordel! Ce thème très fort va vraiment vous donner envie de sauver ces espèces jusqu'au péril de votre vie. En plus d'un thème fort, on a des mécaniques simples, rapides, efficaces, mais qui vont être bougrement tordues. En effet, chaque fois que je me place, vous avez vu, il y a beaucoup de contraintes. Il faut essayer de collaborer avec vos partenaires pour vous mettre d'accord sur les différentes actions que vous souhaitez faire. En plus de ça, la mécanique et la thématique sont en parfaite corrélation quand vous voyez que quoi que vous fassiez, il va arriver des événements qui sont imprévisibles. Imprévisibles comme la nature. On ne peut pas lutter contre la nature. La nature, c'est la nature. C'est là où Extinction prend tout son sens. Il a une mécanique simple, rapide, efficace, avec une richesse de jeu par rapport aux cartes. On a également un thème qui est extrêmement bien porté, l'édition qui est absolument magnifique. Bref, un jeu pour moi qui a totalement sa place sous le sapin de Noël. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez toujours rêvé
de sauver la nature, de sauver des espèces, d'éviter l'extinction d'une espèce animale, alors il vous faut absolument jouer à Extinction. Parce que dans Extinction, je sais pas si je vous l'ai dit, vous pouvez jouer des tigres, des loutres et des pandas. Des pandas. Des pandas, bordel! Je finirai en disant que les jeux coopératifs, c'est pas vraiment ce que je préfère, mais quand la mécanique est viable et que le thème est extrêmement fort, moi, j'ai qu'une envie, hein, c'est de sauver des pandas. Et on reste dans un thème animalier avec Ark Nova. Ark Nova est un jeu de Matthias Widge pour 1 à 4 joueurs, compétitif, à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 3-4 heures. En réalité, ce jeu a reçu le Diamant d'Or. C'est une récompense qu'on donne à des jeux qui sont plutôt destinés à des joueurs confirmés, experts. Alors certes, on est dans un jeu expert, mais la mécanique va être extrêmement simple. Dans Ark Nova, vous devez gérer votre zoo, à la fois dans l'attrait que vous faites à travers les animaux que vous proposez dans votre zoo, mais faites attention aussi à la conservation de vos animaux. C'est très important. Dans le jeu, vous aurez un plateau central qui va représenter une progression sur une piste qui va être les tickets, et une autre piste qui proposera la progression de votre conservation. Lorsque ces deux pions se croiseront sur les pistes, ça marquera la fin de la partie, et celui qui aura le plus de points l'emportera. Vous avez donc un plateau central, un deuxième petit plateau qui sera lié à des actions, mais j'y reviendrai, et enfin un plateau personnel représentant votre parc. Je disais, la mécanique était simple, et en réalité elle est extrêmement simple dans Ark Nova. Vous avez 5 actions, et à votre tour, vous n'en choisirez qu'une parmi les 5. Dans les 5 actions, on retrouve la construction, les animaux, le mécène, l'association et les cartes. Ces 5 actions durant le jeu pourront évoluer, passer au niveau 2, et seront du coup plus intéressantes. Plus intéressantes, oui, mais comment ça? Si vous regardez bien sur le plateau personnel, en bas de la ligne de carte, vous voyez au-dessus une valeur qui varie entre 1 et 5. Plus la carte est à gauche, plus sa valeur est faible. La plupart des cartes auront des effets qui auront une plus-value en fonction de cette valeur. Et plus cette valeur sera haute, plus l'action sera intéressante. En effet, faire l'action animaux niveau 1 n'a pas trop d'intérêt. A l'inverse, si je fais cette action au niveau 4 ou 5, elle va être plus intéressante. Petite subtilité, à votre tour de jeu, lorsque vous choisissez une action, vous allez la déplacer vers le bas et la décaler tout au bout de la ligne et ainsi faire remonter les autres cartes. Ce faisant, la carte que vous avez utilisée devient moins intéressante, mais celles que vous n'avez pas utilisées deviennent plus intéressantes. Cette petite mécanique de Ark Nova vous donne un petit twist. Mais voyons un peu en détail les actions. Première action possible, l'action de construction, qui vous permettra de construire des enclos de taille 1, 2, 3, 4, 5 et d'autres enclos spéciaux qui pourront accueillir des reptiles ou des oiseaux. Ces enclos, vous devrez les positionner judicieusement sur le plateau, et c'est là qu'on retrouve un petit côté patchwork. Une fois que votre enclos est construit, c'est très bien, mais maintenant il faut y mettre des animaux, d'où l'action animaux. L'action animaux vous permettra de mettre 1 à 2 animaux lors d'un même tour. Vous commencerez avec des animaux en main, effectivement, mais il y en aura d'autres que vous allez pouvoir piocher dans la rivière de cartes, notamment grâce à l'action carte. Avec cette action, je vais pouvoir piocher des cartes dans la rivière ou sur la pioche. Ça va dépendre un peu de votre réputation, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Une autre action qui peut être intéressante, c'est l'action de mécène, qui vous permettra de jouer des cartes autres que des cartes animaux, qui vont permettre de valoriser votre parc. La dernière action à expliquer est l'action d'association. Cette action association vous renvoie à ce petit plateau dont je parlais tout à l'heure, qui vous permet de récupérer différents éléments, vous permettant de valoriser de nouveau votre parc. On a fait le tour des 5 actions, et vous avez peut-être remarqué que 2 actions vous permettent d'avancer le jeton pause. Le jeton pause, c'est ce jeton qui va enclencher une fin de manche. C'est très pertinent le jeton pause, parce que ça vous permet, lorsque vous faites une action qui enclenche de l'avancée de pause, de mettre fin directement à la manche, et les joueurs peuvent être pris de court. Ne négligez pas ceci. En effet, lorsqu'un joueur fait une action qui va enclencher une avancée du jeton pause, on va avancer ce dit jeton des cases indiquées. Lorsque celui-ci arrivera au bout de sa piste, cela va enclencher une fin de manche. Cette fin de manche va enclencher notamment une phase importante de revenu. Et ça va dépendre de votre piste d'attrait. Plus vous serez haut dans la piste d'attrait, plus vous gagnerez d'argent. Et avec l'argent, on fait quasiment tout. L'argent est très important dans Ark Nova, car ça vous permet de jouer des cartes, de jouer des animaux, de faire des constructions. Vous verrez que toutes les actions de Ark Nova sont imbriquées. Mais ce qui est important, c'est le tempo de la réalisation de l'action. Vous voyez que la mécanique de Ark Nova est extrêmement simple. Je joue une carte et je fais l'action qui est indiquée sur la carte. Mais comme je le disais, c'est le tempo qui est important. Qu'est-ce que vous allez privilégier? La construction, les animaux, le mécène? Qu'est-ce que je souhaite faire? Miser sur la conservation pour avoir plus de rentabilité plus tard? Mais j'ai besoin d'argent maintenant, donc il faudrait que je mette un animal conséquent pour avoir plus de tickets. Beaucoup de dilemmes. Ark Nova est très souvent comparé à Terraforming Mars. Pour
pour ce côté de combo de cartes et d'icônes qui vous font des points de victoire. La subtilité ici réside entre autres sur ce croisement de pistes entre l'attrait et la conservation. Gérez donc bien l'avancée de vos pistes, parce que vous risquez de finir avec un score négatif. Oui, ça arrive. Ce que j'adore dans Ark Nova, c'est la corrélation entre le thème et la mécanique. Comme beaucoup de bons jeux, on a envie de tout faire. Malheureusement, on ne pourra pas. Chaque action est très spécifique, et ce sera à vous d'essayer de gérer cette spécificité d'action, comme je le disais, par rapport à un tempo. Ce tempo-là n'est pas défini par vous, mais aussi par les autres joueurs, donc à vous de vous adapter. Souvent, vous aurez des cartes en main que vous aurez envie de jouer, mais il ne faut absolument pas le faire. Il faut essayer de vous adapter entre ce que vous jouez et entre ce que les autres joueurs vont jouer. Sachez que des cartes dans Ark Nova, il y en a à foison, parce que oui, ça, c'est pas toutes les cartes. Ça, c'est toutes les cartes. J'aurais adoré vous parler pendant 2 heures de Ark Nova. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps et j'espère vous avoir donné envie d'essayer ce jeu. Pour moi, l'un des meilleurs jeux sortis en 2022, c'est Ark Nova. Évidemment, c'est pour une cible très particulière. Il faut avoir déjà un peu joué à du jeu de société et il faut essayer de ne pas être rebuté par l'information que vous avez qui est assez abondante. Une fois que vous aurez digéré toutes les icônes qu'on peut retrouver sur les plateaux et sur les cartes, ça va aller tout seul. Mais faites très attention, Ark Nova n'est pas destiné à un public familial. Mais pour vous, joueurs experts qui me regardez, est-ce que vous avez joué à Ark Nova? Si ce n'est pas le cas, il faut absolument que vous alliez dans votre boutique ludique la plus proche et vous procurer ce bijou ludique. Bref, vous l'aurez compris, Ark Nova pour moi, c'est dans mon cœur et ça le restera pendant très très longtemps. Vous savez pas ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a 32 Fer, le jeu de figurines. 32 Fer, le jeu de figurines, ça a été conçu par Eric Lang, entre autres, et c'est un jeu qu'on appelle communément le Wargame. Le Wargame, c'est un jeu avec des petites figurines. Voilà, c'est mieux. Donc le Wargame est un jeu de figurines, dans lequel 2 armées ici vont s'affronter. Évidemment, on est dans l'univers de Trône de Fer, donc on peut jouer différentes familles. Moi j'ai choisi les Lannister parce que j'adore les Lannister. Mais on aurait pu jouer les Stark, on aurait pu jouer les Greyjoy, on peut jouer Baratheon, on peut jouer les Gardes de la Nuit, on peut jouer beaucoup de factions, et c'est entre autres ça qui fait partie de la richesse de ce jeu. Alors souvent quand on entend Wargame, on se dit « Oh, il y a plein de règles, c'est compliqué ». Celui-ci va aller à l'essentiel, et c'est ça qui est très cool, c'est son efficacité en termes de règles. Dans un Wargame comme celui-ci, on va jouer sur une table en général de 120 par 120, si possible avec un effet gazon, un effet un peu de terrain, pour donner un peu plus d'immersion dans le jeu. On va y ajouter quelques décors, donc vous avez des décors comme ceci, des marécages, vous avez des forêts aussi, on peut y ajouter des petites barricades, des petits murets. Ça va empêcher certains déplacements, certains effets. Vous inquiétez pas, je vais pas rentrer trop dans le détail. D'habitude dans un wargame, on va essayer entre autres d'annihiler l'adversaire, ou du moins de contrôler ce qu'on appelle des zones ou des objectifs. Ici dans le Trône de Fer, on a plein de modes de jeu différents qui sont inclus dans les règles. La plupart des modes de jeu vont être liés à des zones à contrôler, parfois ça peut être lié à des unités précises à vaincre pour gagner plus de points de victoire. Le gros twist dans Trône de Fer, ça va être ce qu'on appelle le plateau stratégique. Le plateau stratégique ressemble à ceci. C'est un plateau en fait qui va présenter différents emplacements, et ces emplacements-là vous octroient des actions précises. Ce plateau stratégique n'est accessible que par des unités dites non combattantes. Ces unités-là, en fait, ne seront pas sur le champ de bataille, elles seront de côté et seront utilisées comme une unité classique, mais elles seront placées uniquement sur ce plateau-là pour faire l'action indiquée. Cette idée de plateau stratégique est très intéressante, puisqu'à chaque tour, les joueurs vont pouvoir faire une activation. Soit vous activez une unité combattante, soit vous activez une unité non combattante. L'unité non combattante, en général, c'est une toute petite figurine, toute seule, que vous placez sur l'emplacement indiqué du plateau stratégique. Elles sont accompagnées parfois d'effets personnels, par exemple Tyrion Lannister, lui il a un effet permanent qui fait que j'aurai plus de cartes en main. Des cartes en main, vous allez me dire? Eh oui, parce que c'est un jeu certes qui se passe sur un plateau, mais on va également avoir un paquet de cartes dans lequel on va pouvoir jouer des cartes qui vont chambouler le champ de bataille. Il y a d'autres personnages, comme Cersei Lannister par exemple, qui peut aller chercher des cartes précises dans mon paquet, mais également Tywin Lannister, qui est un des meilleurs généraux qui existent, qui permet d'aller rendre paniquer l'ennemi. Lors d'une partie de Trône de Fer, vous vous retrouvez sur une table de 120 par 120. Chaque joueur va déployer son armée sur l'un des côtés du plateau et se retrouvant en face. Les décors seront installés, l'objectif aura été choisi, et c'est parti. En général, une armée est comptée entre 40, 45, voire 50 points. Ça vous donnera des parties d'à peu près 2-3 heures, peut-être 4, ça va dépendre surtout de votre expérience dans ce genre de jeu. Une fois les unités déployées, on va pouvoir
commencer le premier round. L'avantage du jeu de Trône de Fer, c'est qu'il ne va pas être normalement très long, puisqu'en réalité, il n'existe que 6 rounds. Chaque round est composé de plusieurs activations. Chacun notre tour, on va faire une activation, soit d'unité combattante, soit d'unité non combattante. Pour les déplacements, rien de plus simple, vous aurez une petite réglette qui vous indiquera comment avancer. Chaque unité va être reliée à une carte avec des caractéristiques de déplacement, de défense, d'attaque, voire d'effets un peu spécifiques. C'est ce que j'adore dans le Trône de Fer, c'est que le matériel est assez minimaliste pour un wargame, que les règles sont assez limpides, simples, efficaces, mais qu'on a quand même une grosse profondeur de jeu par rapport à la création de nos armées. Évidemment, comme tout wargame, vous aurez son petit lot de dés à lancer, et donc légèrement d'aléatoire, mais l'avantage c'est que certains effets d'unités combattantes ou non combattantes pourront pallier à cet aléatoire. Ce que j'adore dans le Trône de Fer, c'est justement l'accessibilité qu'il apporte par rapport à sa catégorie de jeu. On est sur un jeu plutôt orienté expert, mais l'avantage c'est que les unités ici ne se déplacent pas un par un, et vous le voyez, sur des petites plaquettes. Une unité est composée de plusieurs figurines, et lorsqu'une unité prend des dégâts, on retire ces dites figurines qui représentent un petit peu les points de vie perdus. Et lorsqu'une unité récupérera des points de vie, je pourrai ajouter de nouveau les figurines. Ça simule quelque part le renfort de l'unité. Ce que j'adore aussi dans Trône de Fer, en plus de son accessibilité, c'est la richesse qu'il offre en fonction de chacune des armées. Toutes ont des avantages et des inconvénients. Bref, si vous cherchez un excellent wargame pour vous lancer, pour démarrer, pour vous dire « Ah, j'ai vu ça, c'est intéressant, mais peut-être que celui-ci est mieux », si en plus vous connaissez l'univers du Trône de Fer, allez-y, foncez, parce que c'est l'un des meilleurs jeux de figurines qui existent aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette présentation de mes coups de cœur 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de jouer à tous ces jeux que j'ai adorés. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.